Ibrahim Traoré, fils du Burkina, en train de parler. Suivant. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un Africain comme je les adore. Incroyable, fort dans ses paroles, il en tient conséquence, il n'a absolument pas peur de ce que les gens pensent. Les gens publics, généralement, veulent dire des choses qui fassent plaisir. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'être précis dans ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est se faire aimer. Si pas se faire aimer, en tout cas, garder une certaine position de positivité à l'égard des gens. Je suis de ceux qui brûleraient toute la prairie dans l'objectif d'accomplir un dessein collectif. Et je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Et il est évident que M. Traoré, dans la sagesse dans laquelle il coule, certainement est le même genre de personne. Donc là, il dit, les gens disent qu'il y a des gens avant toi qui ont essayé. Thomas Sankara a essayé. Président Kadhafi a essayé. Où sont-ils aujourd'hui? C'est-à-dire une façon très subtile de dire ne continue pas à te battre pour l'objectif de ta patrie. Sinon, tu finiras comme Sankara et Kadhafi. Et lui dit, quand on dit la patrie ou la mort, nous le pensons vraiment. C'est parce que nous n'avons absolument pas peur. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Les amis, merci infiniment d'être là, c'est avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est essentiel de faire ça. Monsieur Traoré, ici aussi, encore une fois, est en train de dénoncer des actes de corruption dans son gouvernement. On sait, généralement, en Afrique, les gens veulent devenir politiciens, pas pour l'objectif de créer ou d'améliorer la patrie, mais pour l'objectif de remplir leurs poches. Et moi, je suis un ferme penseur qui pense aujourd'hui qu'il faudrait essentiellement diminuer les salaires des politiciens. Si vous voulez vraiment voir qui sont des vrais politiciens, il y a des gens qui cherchent... En fait, si vous cherchez de l'argent, c'est le business qu'il faut faire, pas la politique. Suivons ce que le président burkinabé a à dire. Suivons. Il y a aussi, au cours donc de ces semaines, assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Ok, vous avez suivi là. Nous avons remarqué que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent. Alors il a fallu que l'on ouvre nos yeux pour lire ces pages. C'est pas parce qu'on a envie de lire les pages. C'est parce qu'on a senti que le fonctionnement seulement nous coûte beaucoup trop d'argent. Le fonctionnement, c'est-à-dire l'existence des chefs dans des départements de politique. Ça coûte beaucoup trop d'argent au gouvernement. Et ça, ce n'est pas limité au Burkina Faso. Dans tous les pays africains, sauf un ou deux, le fonctionnement coûte la grande part, le clair de l'argent que l'on disponibilise. C'est absolument malade que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent pendant qu'on n'a même pas encore fait la fonctionnalité. C'est-à-dire nous avons été installés en politique pour faire un travail clair. Le travail n'a pas encore été effectué, mais nous dépensons déjà l'argent qui a été assigné. Alors ce n'est pas normal. Voilà pourquoi M. Traoré ouvre le livre pour comprendre qui dépense quoi. Suivant. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement de l'administration pour bénéficier à la population. Écoutez, Africains francophones, nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les bureaux, l'achat des voitures pour les politiciens, la localisation des maisons. Je ne comprends pas comment, quand quelqu'un devient en politique, on lui cherche une grande maison, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer. C'est absolument absurde. C'est de la maladie mentale. Voilà pourquoi Trump dit « You live in shithole countries », c'est-à-dire vous vivez dans le pays de la...
Comment est-ce possible qu'un politicien qui vient à peine d'être nommé, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer, c'est-à-dire avoir une maison, avoir des gardes, avoir une nouvelle télévision, des nouvelles voitures, pendant qu'il a été placé pour quoi? Le politicien est placé pour améliorer la vie de la population. Le peuple est encore en train de souffrir, mais vous vivez dans le... Alors M. Traoré dit niet. Suivant. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Ok, nous sensibilisons trop, il faut passer à l'action. Monsieur Traoré est là, prêt à faire un travail. C'est clair que monsieur n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il faut chicoter. Malheureusement, en Afrique, il faut chicoter. On ne peut pas passer 2 ans à sensibiliser pendant qu'il y a toujours des brebis galeuses. À un moment donné, il faut chicoter. Regardez, en Chine, on élimine des gens qui volent dans le gouvernement. Ouais, on vous étend là et on vous abat pour avoir volé l'argent du contribuable, pour avoir utilisé l'argent qui aurait pu servir de moteur pour construire des hôpitaux dans les villages, dans les endroits les plus restreints du pays, dans vos intérêts personnels, pour vos 2e femmes, vos 3e femmes, vos voitures et tout le bazar, vos enfants. On vous étend là et on vous fusille. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique? Non, pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Oh, il faut pardonner. Pourquoi? La maman qui a perdu son enfant à l'hôpital parce que vous, ou votre oncle, ou votre cousin, parce qu'en général, vous aimez pas ça parce que ce sont vos cousins, vos oncles qui sont en politique, qui profitent de ces histoires, qui en réalité, avec un effet neige, ballon neige, finalement, vous aussi en profitez. Parce que l'oncle, de fois, vous envoie de l'argent avec votre anniversaire. Il faut les fusiller. Fusiller ces gens, comme ça vous allez voir si l'Afrique ne s'améliorera pas. Commencez à fusiller ceux qui volent l'argent du gouvernement. Commencez à abattre ces gens. Et on verra si l'Afrique n'évoluera pas. Ceux qui prennent l'argent du contribuable, il ne faut pas les jeter en prison, il faut les fusiller, il faut les abattre. Ils servent à quoi? Si une personne peut prioriser son intérêt personnel, son argent, ses villas, par rapport aux enfants démunis, qui ont peut-être pas des parents, des pères, des orphelins, qui ont besoin des mêmes structures, des écoles, des routes pour évoluer, pour ses intérêts personnels, vaut-il la peine de garder ces gens vivants? Il n'est pas très différent de celui qui abat plusieurs personnes à la fois. Alors comptons le nombre de gens qui perdent leur vie dans les hôpitaux. Monsieur Traoré dit assez, c'est assez. On ne peut pas faire 2 ans et avoir des brebis galeuses qui continuent à piller. Il faut passer à l'action. Suivant. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Il faut les fusiller. Réseau des malfrats, il faut les fusiller. Oui, il faut les fusiller. Ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là en train de garder le pays dans le trou? Et ça, c'est valide pour tous les pays en Afrique. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso. Le Burkina Faso, ici, est comme repère. Les pays en Afrique où les gens ne font que voler, oh, les chefs. Oh, pourquoi vous célébrez les chefs? Pourquoi vous êtes devenus idolâtres des chefs? Ça n'a absolument aucun sens. Vos pays ne sont pas des royaumes. Ce sont des pays qui sont censés être des démocraties, c'est pas des royaumes. Pour devenir royalistes, il faut les fusiller. S'ils volent, il faut les fusiller. Oui. Et vous regarderez si l'Afrique ne sera pas ce que l'Afrique est censée être. Mais vous avez trop de cœur. Il faut pardonner. Il faut excuser. C'est comme ça. Continuez à excuser, pardonner et pleurnicher. Allez traverser la Méditerranée. Allez pleurnicher chez les gens et crier au racisme. On ne l'aime pas. Oui, voilà comment on peut vous aimer. On ne peut pas vous aimer parce que voilà, vous êtes des faiblards. Suivant. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Un ministère censé aider les démunis, les gens en difficulté, détourne des milliards. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce genre d'histoire au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
au Sénégal. Bon, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes comme ça jusque-là. En RDC et dans tous ces pays-là. Pourquoi on ne peut pas appliquer ces mêmes principes, hein? Arrêter ces gens et en faire une référence. Il faut en faire une référence. Il faut en faire une référence. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été installés généralement par le chef. C'est le chef qui l'a installé parce que c'est ton cousin éloigné ou l'enfant de la cousine de son père, quelque part. Voilà pourquoi il est autorisé de... Mais il faut savoir, le pays n'appartient pas au chef. Je suis désolé, sa famille. Le pays n'appartient pas au chef ou à sa famille. Le pays appartient à tout le monde. Et le peuple doit comprendre leur autorité. Vous avez autorité sur le chef. Le chef n'est pas le roi. Le chef n'a pas le droit d'installer ses frères et ses cousins, ses cousines, ses nièces à votre détriment afin que vous viviez dans la misère, la galère, la trière, la peine. Absolument pas. Voilà pourquoi on n'aime pas M. Traoré, parce qu'il est tissé, cousu d'une tranche complètement différente. Les vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Pas de pitié. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui ont été mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence. Il faut fusiller des gens en Afrique. De se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Fusiller les voleurs en Afrique. De lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. C'est triste. Vous voyez, en Afrique, on donne de l'argent à un politicien ou à son groupe pour bâtir un hôpital ou des hôpitaux. Il prend l'argent, 30% il paye les ingénieurs, le reste de l'argent disparaît. Et vous regardez ces politiciens passer dans les rues. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils sont dans les rues? Il faut les fusiller. Et je comprends, on dit, oh non, on ne peut pas condamner quelqu'un sans... Mais attendez, ici, la référence est claire. L'argent a été touché. L'argent a été manipulé. Pourquoi vous les gardez? Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? À moins que, bon, voilà, ça soit un jeu. Ils sont en train de vous jouer un jeu complètement stupide. Parce que bon, généralement, on peut se moquer de vos gueules, hein, en tant que population, en faisant semblant d'arrêter certains politiciens sous prétexte qu'ils ont volé, mais après on les libère. Hein, c'est comme ça. Pendant que vous êtes là, vous pensez qu'on a arrêté, machin, mais en réalité, on les libère. Parce que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Y a-t-il cessez-le-feu ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement entre l'Iran et Israël actuellement? On va le découvrir. L'Iran a bombardé une base militaire américaine au Qatar. Le Qatar réagit en poussant de toutes ses forces. Ils ont aussi menacé l'Iran en retour. Donald Trump condamne Israël de ses derniers bombardements. On le découvrira tout de suite. Lundi soir, les amis, à Washington, le président américain a annoncé le cessez-le-feu. Voilà ce qu'il a dit. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total. Il continue en disant « Je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qui devrait être appelé la guerre de 12 jours », a ajouté Trump. Voilà ce que Donald Trump a dit après le bombardement de l'Iran au Qatar. C'était la réponse que l'Iran avait promis de faire aux États-Unis d'Amérique. Trump a précisé, disons que le cessez-le-feu sera mis en place de manière progressive. C'est-à-dire, l'Iran va d'abord arrêter de bombarder Israël. On donnera 12 heures à Israël, ensuite Israël arrêtera de bombarder l'Iran. Pas le contraire, pas que Israël arrête d'abord, mais l'Iran arrête d'abord de bombarder. Ensuite, Israël s'en suivra. Israël a accepté l'accord de cessez-le-feu à condition que l'Iran cesse ses attaques sur son territoire et l'Iran a accepté ces termes selon le haut responsable de la Maison-Blanche. Donc apparemment, il s'était convenu d'un cessez-le-feu. Alors comment ça s'est passé? Qui a fait les négociations? Pendant les négociations, il a été rapporté que Trump a communiqué directement avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pendant que son vice-président, J.D. Vance, et le secrétaire d'État ont discuté avec des émissaires spéciaux et de manière contrée de pouvoir discuter avec l'Iran. Les Américains se sont aussi servis du premier ministre qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdulrahman, pour discuter avec l'Iran. Parce que vous savez, les Américains et les Iraniens, ça marche pas directement. Il fallait essentiellement passer par une tierce personne. Trump a aussi déclaré sur les réseaux sociaux que l'Iran et Israël seraient venus le voir de manière presque simultanée pour demander un cessez-le-feu. Cependant, les Iraniens ont rapporté que ce n'était pas vrai, que c'était les Américains qui étaient venus vers eux de manière presque suppliante après l'attaque contre la base américaine au Qatar. Alors, qui dit la vérité? Vous savez, Trump, c'est un négociant. Même si c'est lui qui était parti demander, il ne dirait jamais que nous, les États-Unis d'Amérique, sommes partis vers l'Iran pour essayer de négocier un cessez-le-feu. Il ne le ferait jamais. Mais aussi, y a-t-il des raisons pour lesquelles
l'Iran mentirait en se sauvant la face, disant c'est eux qui sont venus de manière presque suppliante pour nous demander. C'est aussi une possibilité. Qui a raison, qui a tort pour l'interrogation? Mais il a été rapporté de manière officielle par les médias iraniens que les Américains étaient venus de manière presque suppliante pour demander un cessez-le-feu. Alors ces négociations sont basées sur quoi? C'est simple. Le désaccord est sur l'enrichissement de l'uranium. Donald Trump pense que l'Iran pourrait enrichir son uranium jusqu'à un certain point bien contrôlé. Israël pense que l'Iran ne devrait jamais enrichir de l'uranium. L'Iran pense qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium comme n'importe quel pays le ferait. Donc Trump pense qu'ils peuvent enrichir jusqu'à un certain niveau, pourvu que c'est contrôlé pour pas qu'ils acquièrent la capacité de se fournir des bombes atomiques. Israël dit qu'ils ne peuvent pas avoir de l'uranium enrichi. L'Iran pense qu'ils peuvent avoir autant qu'ils désirent. C'est là où ils se comprennent pas. Mardi, l'armée israélienne a rapporté avoir intercepté 2 missiles lancés depuis l'Iran, selon leur responsable de défense aérienne. Ils ont ensuite accusé l'Iran d'avoir violé le cessez-le-feu, déclarant que le pays répondrait avec force et poursuivrait l'opération intensive pour frapper Téhéran. Téhéran en retour a dit non, c'est faux, vous mentez, on n'a rien fait. Ce sont des alibis, ce sont des excuses que vous cherchez pour continuer à bombarder. C'est-à-dire profiter du moment que Donald Trump a accordé pour trouver une paix finale pour bombarder avant de partir. C'est un peu comme si on vous séparait. Non, ne vous battez plus, ne vous battez plus. Quand on retire quelqu'un d'autre, tu donnes un dernier coup. C'est un peu ça. Les amis, la situation semble avoir mis Trump en colère, comme pas possible. Je pense que dans rares occasions, on le voit dans ses états, surtout à l'égard d'Israël. Il a critiqué les deux parties, il a dit ça ouvertement. Il dit, nous avons 2 pays qui se battent depuis longtemps et si intensement, qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent. Moi, je suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a un missile qui a été largué après la limite de temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, hein, ces types-là. On voit clairement un Trump furieux dans ses propos. C'est aussi un ras-le-bol. Vous savez, quand vous commencez à regarder méticuleusement, vous commencez à avoir l'impression que Trump ne veut pas de cette guerre. Okay? Il était dans l'obligation, compte tenu de ses accords avec le lobby américain, de soutenir Israël dans sa démarche de cette guerre, de lancer cette bombe. Mais en réalité, il voulait rapidement trouver une solution pour pas que ça continue. Mais là, il est énervé parce qu'il a comme l'impression qu'autant il pensait vouloir faire un deal grandiose en disant fin à la guerre, ça continue. Trump dit, Israël, dès que nous avons conclu l'accord, ils sont sortis et ont largué une pluie de bombes, comme j'en avais jamais vu auparavant. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël a bombardé juste après l'accord. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, voilà, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression que une roquette qui a finalement abouti à rien était une violation du cessez-le-feu. Voilà, je suis pas content après Israël. C'est qu'une accusation douce, parce qu'après tout, Israël est censé être leur allié. Comprenez que pour rien au monde, un président américain oserait aller loin de cet écart. Ce qui est intéressant à remarquer ici est que Donald Trump lui-même a accusé quelqu'un quelque part, même s'il a voulu balancer en disant les deux ne respectent pas les cessez-le-feu, mais il a dit je suis vraiment pas d'accord avec Israël. Pendant qu'on s'est accordé, ils sont partis larguer des bombes comme jamais dans le passé. Si Donald Trump, qui est clairement anti ou presque iranien, pourrait dire de telles choses, qu'est-ce que ça veut dire? Le président a affirmé qu'il croyait que le cessez-le-feu n'était pas interrompu, que ça pourrait se poursuivre, donc ils sont toujours dans le cadre d'une résolution. Mais là aussi écrit, Israël ne larguez pas ses bombes. Si vous le faites, c'est une violation majeure. Rappelez vos pilotes immédiatement. Voilà ce qu'a écrit Trump sur Truth Social. Ça, c'est son réseau social. On rappelle, regardez comment Trump essaie d'équilibrer. Il dit, Israël et Iran sont venus me voir presque simultanément. Et on dit, ils sont venus presque simultanément pour pas que l'un paraisse... C'est un peu comme si 2 enfants se battaient. Tu n'as pas envie de dire non, c'est toi qui as gagné. Ou c'est toi qui as gagné. Il dit bon, ok, c'est bon, je vois vous deux vous êtes fatigués. Au lieu de dire que toi tu es fatigué, tu veux la petite. Bon, je vois vous deux vous êtes fatigués, c'est bon. Voilà ce qu'il dit. Ils sont venus presque simultanément me dire, sont-ils vraiment venus? Point d'interrogation. Les amis, le Qatar a condamné l'attaque iranienne contre la base américaine à son domicile en écrivant une lettre à l'ONU. Le Qatar a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour condamner l'attaque iranienne visant la base aérienne américaine d'Al-Udeid survenue lundi. La lettre, évidemment, affirme que l'attaque à la roquette menée par des corps de gardiens de révolution israélienne était une menace directe pour la paix et la sécurité régionale. Le Qatar précise aussi avoir convoqué l'ambassadeur iranien. Comment on fait? Les États-Unis est très loin, mais il y a des Américains chez vous. Comment on fait?
le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères déclare que l'attaque de lundi contre la base américaine au Qatar n'a rien à voir avec le Qatar. La base est située au Qatar, mais le porte-parole affirme que les actions de l'Iran constituaient un acte de légitime défense. Donc c'est une façon de dire, écoute, on n'a pas de problème avec vous. Nous, notre problème, c'est les autres. Mais comme ils sont chez vous, alors il fallait qu'on fasse quelque chose. Il était très important que l'Iran fasse quelque chose. Il faut comprendre un truc ici. Après les bombardements de Trump, si l'Iran ne réagissait pas, ça aurait été une preuve de faiblesse. Quand on te bombarde comme ça et on te dit, si tu oses répliquer, on va te finir. Et tu ne répliques pas. C'est une preuve de faiblesse. C'est-à-dire, tu as peur. C'est comme si quelqu'un te poussait, ou bien pousse ta mère et puis te dit, bon, ose bouger. Ose bouger. Tu es obligé de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'Iran a fait ici? Certaines personnes pensent que l'Iran a fait ce qu'on appelle la politique du nez saignant, hein? The bleeding nose policy, ok? C'est-à-dire, bleeding nose policy, c'est quelqu'un te frappe, mais tu répliques en le frappant au nez. Au lieu de lui casser le visage avec une brique, tu le frappes au nez pour qu'il saigne. Le saignement donne l'impression que tu l'as frappé dur. Mais tu as fait exprès de ne pas le cogner dans l'œil. Parce que si tu cognes dans l'œil, tu détruis l'œil. Ça devient un problème beaucoup plus grave. Donc, il est essentiel de répliquer. C'est comme si quelqu'un te tape, mais au lieu de gifler, toi, tu fais exprès que ça rate pour pas que ça touche. Mais il y a eu une réaction. Il y a un monsieur fort qui se bat avec, c'est souvent chez les femmes, une femme forte avec une femme faible. Quand la femme forte à l'école tape la faible ou même dans les rues, la faible fait semblant. Ah! Pourquoi? Pour plus tard dire, moi aussi j'ai tapé. Mais elle sait qu'elle n'a pas tapé pour de vrai, pour éviter les vrais dégâts. Sachant que si je tapais vraiment et que je touchais l'œil, ça serait catastrophique. Alors les Américains disent que les Iraniens les ont avertis de cette attaque avant de l'effectuer, pour se préparer à la défense. Parce que logiquement, ils ont droit à la réponse. Donc, ce n'est pas une attaque. Et puis, Trump souligne disant que l'attaque était modérée. Voilà ce que Trump dit. On a tout bloqué. L'attaque était modérée. Je remercie l'Iran. C'est une façon de désescaler la situation. Alors, il était important que l'Iran réponde, mais il était aussi important pour l'Iran de ne pas tout à fait cogner en profondeur pour pas que ça devienne un problème éblouissant. Parce qu'il est clair que tout le monde évite une très grande guerre. Le guide suprême iranien, les amis, a déclaré qu'ils n'accepteront aucune agression. Il a écrit sur X que l'Iran n'a fait de mal à personne et n'acceptera aucune agression de qui que ce soit en aucune circonstance. L'ayatollah Ali Khamenei affirme que l'Iran ne se soumettra à aucune agression et que cela représente la logique de la nation iranienne. Vous savez, quand vous entendez, on dit à la moindre escarmouche, je te montre. C'est ça la moindre escarmouche. Ils ont dit si les Américains essayaient de frapper et ils ont... Donc, il vous a défini c'est quoi la moindre escarmouche, je vous désescarmouche. Il a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice à La Haye. Contre qui? Contre la France. La Guinée accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer un somptueux manoir évalué à 100 millions d'euros. C'est-à-dire la France a saisi. Et mansion, manoir, c'est un mansion, c'est-à-dire une très grosse maison, ok? On va essayer de définir et comprendre ce que c'est. Puis, comprenez tout à fait, comprenez, on peut pas estimer que tout le monde comprenne ce que c'est manoir, parce que nous ne sommes pas français, donc excusez-nous. Certainement, on se pose la question de savoir pourquoi la France saisirait telle une propriété qui ne l'appartient pas, surtout à un gouvernement étranger. C'est choquant, c'est bouleversant, n'est-ce pas? La propriété a été saisie par les autorités françaises suite à une condamnation de 2017 de Teodoro Nguema Obiang Mangué. Qui est-il? Teodoro Obiang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Il a été accusé de corruption et de blanchiment d'argent. La raison pour laquelle on a saisi ce manoir à 100 millions de dollars, c'est parce qu'on a accusé Teodoro Obiang de corruption et de blanchiment d'argent. Teodoro Obiang est le fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui dirige la Guinée équatoriale depuis 1979. C'est ce monsieur ici, généralement je sais, pour ceux qui suivent, même sur Internet, vous le remarquerez, c'est une personne qui vit la vie, okay? La très grande vie. Des grandes voitures, souvent en bateau, en voyage, usage de grandes villas. C'est une personne qui ne se prive absolument de rien. Mais comme on le disait, c'est le fils du président Obiang Mangué. Il est aussi le vice-président du pays. C'est quand même intéressant, hein? Il y a un président qui est le père, le vice-président qui est le... On croirait qu'on vit dans un royaume. Si le pays était un royaume, ça ne poserait aucun problème. Mais je pense que ça pose problème pour beaucoup de personnes de voir que le président soit le père et le fils soit le vice-président. Y aurait-il pas de personnes assez compétentes pour assumer ce rôle ou c'est une question de loyauté? Certainement, le président se dit, si je plaçais pour vice-président mon fils, je serais sûr qu'il n'y aurait pas de coup d'État à mon égard.
Mais oublions aussi, il faudrait le mentionner, le père est arrivé au pouvoir en renversant son propre oncle, Francisco Macias Obiang. Et depuis, il est à la tête du pays jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même intéressant, vous savez, vous êtes président de la République, vous avez un neveu très ambitieux, et vous dites certainement à mon neveu, je pourrais faire beaucoup de choses, je pourrais offrir beaucoup d'opportunités. Après tout, c'est mon sang, n'est-ce pas? Ne sachant pas que c'est le neveu qui va vouloir être calife à la place du calife. Choquant, n'est-ce pas? Alors, la Guinée équatoriale demande des mesures fortes contre la France pour empêcher la France de vendre le manoir qui leur appartient et pour obtenir un accès immédiat, allégeant un néocolonialisme et une atteinte à sa souveraineté. C'est-à-dire, la Cour de justice internationale doit empêcher la France de vendre ce manoir ou vendre ce château, si vous préférez, de vendre ses biens et de redonner accès au gouvernement guinéen à ces endroits et aussi accuse la France de néocolonialisme et de paternalisme. Ont-ils raison ou pas? Réfléchissez-y. Quand vous voyez un pays africain qui acquiert des choses dans un pays étranger et finalement le pays étranger se décide de saisir ses biens, est-ce du colonialisme ou pas? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a eu enquête. Quelle enquête? L'enquête a été menée suite à plusieurs plaintes, surtout celles qui étaient déposées en 2011 par un groupe de la société civile Transparency International. Transparency International a joué un rôle très important. Ils ont poussé les autorités françaises à enquêter sur Obiang pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Transparency International est une organisation très intéressante. Vous vous posez certainement la question de comprendre comment est-ce qu'une organisation peut porter plainte à un pays. Transparency International est une organisation non gouvernementale, une ONG évidemment, mondiale dédiée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence, de la responsabilité et de l'intégrité dans tous les secteurs de la société. Fondée en 1993 à Berlin, et elle a sa présence physique dans plus de 100 pays. Transparency International existe dans 100 différents pays. Leur objectif, c'est la transparence et l'équité. C'est une organisation qui a pour objectif de s'assurer qu'il y a des conséquences vis-à-vis des leaders qui prennent l'argent d'un peuple et le dépensent ailleurs pour leur bien personnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? D'autre part, c'est eux qui donnent l'indice et la perception de la corruption d'un pays. Quand vous entendez dire que le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, c'est eux qui ont fait des analyses, de recherches, qui ont été sur place pour juger le Nigeria est le pays le plus corrompu du monde, par exemple. L'organisation a été fondée par Peter Hagen, un Allemand. C'est une personne qui a travaillé longuement pendant au moins 20 ans chez World Bank. Suite à son expérience personnelle, étant été exposé à la corruption par les leaders politiques africains, il a décidé qu'il fallait avoir un système de transparence. Il était frustré que les bailleurs internationaux ne tiennent pas les élites bénéficiaires responsables, surtout quand à leur propre système favorisait la corruption. En d'autres termes, à chaque fois qu'un pays africain ou un leader africain allait en Europe pour acheter des grandes maisons et autres bazars, les pays européens ne remettaient pas ces leaders en question, ne posaient pas de questions, savoir d'où vient l'argent. Comment est-ce que vous dépensez 200 millions de dollars pour acheter des histoires? Alors, M. Peter Hagen s'est dit, suite à son expérience, responsable d'ouvrir quelque chose, de commencer quelque chose qui remettrait en question tous les leaders du monde. Alors, rentrons dans notre histoire de la Guinée. Suite à ces accusations, évidemment, le verdict est tombé. On a condamné le vice-président à contumace à une peine de 3 ans avec sursis. Lui-même était absent du procès. Sa peine de 3 ans, évidemment, on parle d'un vice-président d'un pays libre. Il ne sera pas jeté en prison, c'est-à-dire, sauf récidive dans un délai donné. C'est-à-dire, monsieur, on te condamne à 3 ans de prison, mais tu n'iras pas en prison. Si dans un espace de temps, tu recommets encore une bêtise, alors là, on t'arrête, on te jette en prison. Bon, maintenant, posez-vous la question, si un pays étranger peut arrêter un vice-président d'un pays pour le jeter en prison pour une histoire pour laquelle il a été condamné. On lui a aussi demandé de verser 30 millions de dollars de son argent. En attendant, on a saisi ses voitures de luxe, le manoir, les œuvres d'art, les voitures, les Rolls-Royce, les Ferrari, les Bugatti. Encore une fois, monsieur Obiang, c'est quelqu'un qui vit la vie. Il est toujours ici, là-bas, dans des grands endroits, en train de vivre grand, en train de vivre large. Théodora a fait appel dans la plus haute juridiction française et malheureusement pour lui, elle a confirmé la condamnation et l'amende. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Maintenant, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous pensez que c'est du colonialisme? C'est la pression sur un pays indépendant? Continuons notre histoire. Les biens deviennent propriété de l'État français. C'est-à-dire, tout ce qu'on vendra. La maison de 100 millions de dollars avec 101 chambres. Imaginez une maison avec 101 chambres. C'est pourquoi faire? 101 chambres. Monsieur Obiang a dit que cette maison est censée être l'ambassade de la Guinée équatoriale. Mais en réalité, la France dit, nous avons déjà l'ambassade de la Guinée équatoriale qui existe ici. Ça,
C'est pas l'ambassade. Vous dites ça simplement pour vous couvrir parce que vous savez que nous sommes en train de faire une investigation. Et pour justifier cela, voilà pourquoi vous dites que c'est l'ambassade. Ce n'est pas l'ambassade, c'est un bien privé. Une maison de 101 chambres. Cette maison sera vendue, les voitures seront vendues et tout ça deviendra propriété de l'État français. Et certainement vous dites, comment est-ce possible, c'est injuste. Comment ça fait que l'État français pourrait prendre des histoires qui ne leur appartiennent pas pour en faire les leurs, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement pour tout le monde, en 2021, une loi majeure a été adoptée pour garantir que le bien mal acquis soit restitué au peuple d'où il a été volé. C'est-à-dire finalement, la France ne prendra pas vraiment cet argent pour la garder, mais il trouvera un moyen d'envoyer l'argent à la population équatorio-guinéenne. Comment? Évidemment, les recettes reçues depuis la vente de ces histoires seront allouées à financer des projets de développement dans les pays victimes. Ici, la Guinée équatoriale, c'est-à-dire des projets de construction d'hôpital, projets de construction d'écoles, et ça ne sera pas de l'argent délivré au gouvernement guinéen. Cet argent sera délivré aux ONG françaises qui iront travailler sur place. Alors, en d'autres termes, quelque part, il faut se dire, c'est votre argent que l'on prend. On va manager ça de notre façon. On n'est pas tout à fait, on peut pas savoir comment on peut quantifier la quantité d'argent qui a été dépensé en Guinée. C'est difficile à dire. On ne sait vraiment pas si l'argent sera vraiment utilisé pour la Guinée ou une partie de l'argent sera utilisée pour la Guinée pendant que l'autre sera justement porté disparu. Parce qu'attends, si on veut dépenser de l'argent en Guinée, on va dépenser tout l'argent. Il faut des frais de fonctionnement. Il faudrait embaucher des gens. Est-ce que toutes les personnes embauchées seront équatorio-guinéennes? Point d'interrogation. Ce n'est pas du tout la première fois que ces genres d'histoires arrivent, les amis. Mais avant de le dire, on va essayer de voir qui sponsorise Transparency International. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un pays peut saisir les biens privés d'un président de la République d'un autre pays? Oui, juridiquement parlant, ils peuvent le faire. S'ils ont des données confirmant que l'argent utilisé n'appartient pas au président de la République, c'est l'argent du peuple. L'argent du pays a été utilisé pour des biens privés. Le pays hôte peut saisir ces choses. Alors, on parlait de Transparency International. Qui sont leurs sponsors? Parce qu'évidemment, il faut être sponsorisé par quelqu'un pour effectuer ces genres d'histoires. Il faut embaucher des gens et tout le bazar. Pour ceux qu'on peut citer, la Commission européenne, ministère britannique d'Affaires étrangères. Nous avons aussi Open Society, que vous connaissez certainement. Nous avons Fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Ils font partie de gens qui financent cette organisation. Je sais que vous êtes certainement contre ces personnes, mais la question demeure. Ont-ils raison ou tort de faire ce qu'ils font? Est-ce avantageux ou pas pour la population équatorio-guinéenne? Ceci est déjà arrivé dans le passé, ce n'est pas la première fois. Il y a le président du Zaïre. Voilà, le Zaïre qui est devenu la RDC. C'était un pays très puissant à l'époque quand c'était encore le Zaïre, respecté et adulé par beaucoup de personnes. Beaucoup d'Africains voulaient être comme les Zaïrois. Le Zaïrois exhalait un charisme présentiel, une forte teneur. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est la rigolade. Le président Mobutu fait partie des présidents qui ont vu leurs biens saisis. Les comptes bancaires, les biens de luxe ont été gelés, saisis après la chute de son régime. C'était à cette époque, il était faible. Il avait beaucoup d'histoires, investi dans beaucoup de pays européens. Voilà, on a tout saisi. Et on dit que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de ce qui a été saisi est réclamé par des membres de sa famille qui essayent désespérément de récupérer. Il y a aussi le président Sahi Abacha du Nigeria. De lui, on a récupéré 500 millions de dollars. Cet argent a évidemment été assigné au Nigeria. Congratulations. Félicitations. Cet argent a été donné au Nigeria. Okay? Comment ça a été utilisé au Nigeria? Ça, c'est une autre question. Mais l'argent qu'ils ont dépensé ailleurs dans certains pays a été retourné au Nigeria. Il y a aussi le président Omar Bongo du Gabon. Okay? Le président Omar Bongo, qui était président depuis 1967, était accusé de détourner des milliards issus du pétrole gabonais. Le Gabonais est un pays riche en pétrole. La France a enquêté et saisi des biens liés à la famille Bongo, notamment des propriétés de luxe à Paris. Évidemment, aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi certains leaders aujourd'hui n'investissent plus comme ça en Europe. Ils n'achètent plus des manoirs, des mansions, des villas et tout le bazar. Ils préfèrent mettre leur argent dans des endroits où on ne peut pas traquer, comme Singapour et dans les îles et tout le bazar. Voilà ce que c'est, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Guinée équatoriale a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Elle accuse la France de violer le droit international en refusant de restituer son somptueux manoir évalué à 100 millions de dollars. 100 millions de drôles. En effet, c'est plus que 100 millions de dollars. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? La France dit vouloir saisir ses biens, les revendre et peut-être redistribuer à la population locale. Mais ne le fera pas directement, mais à travers des ONG. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.